Bon, on va démarrer, je pense tout le monde est présent, en tout cas, bienvenue à tous. Merci d'être là pour le track Construisez votre DRP dans le cloud AWS. Donc, je suis Julien Favre, cofondateur de la société Gecko, qui est une jeune société spécialisée dans le DRP. Donc, malgré ce que vous pourriez penser, il y a deux jeunes barbus qui viennent vous parler de DRP, donc c'est pas que un truc complètement has-been. Donc on savait que les entreprises continuaient à en faire. Néanmoins, on va le voir par la suite et durant toute la présentation, le DRP se renouvelle ou en tout cas évolue à travers les nouvelles solutions que permettent le cloud et notamment et particulièrement celui d'AWS. Donc on va venir écouter religieusement ce que Mathieu Travers de la société Transdev va vous expliquer et va vous faire comme retour d'expérience. Mais tout d'abord, je vais vous présenter très rapidement finalement pourquoi Gecko on s'est spécialisé sur le DRP et à la rigueur quelles sont les offres complémentaires autour du DRP, puisque finalement l'ADN des cofondateurs et des employés de Gecko c'est du DRP, donc on a fait plus de 20 ans de DRP, ce qui nous a amené à constater des évolutions et surtout se rendre compte que ce n'est pas simplement de la réplication, mais c'est bien une orchestration des redémarrages, des scénarios tests et tester encore vos DRP. Et donc, c'est une profonde connaissance du secours informatique qui nous a amené à nous positionner sur cette nouveauté qui était le cloud, en automatisant au maximum. Et donc, en automatisant, vous rentrez également dans les couches DevOps. Vous devez adapter un minimum vos applications, vos services techniques, et donc vous mettez à refactorer un peu. Donc, on utilise à la fois des mots buzz, mais néanmoins, dans le concret, c'est bien comment réussir à adapter vos applications pour leur redémarrage. Ce qui veut dire, finalement, une fois que vous avez redémarré et fait des tests utilisateurs, vous êtes prêt à migrer ou en tout cas à éteindre votre data center et devenir data centerless, si on pousse le bouchon jusqu'au bout. Et donc finalement, naturellement, on se retrouve à être avec une bonne expertise de migration et d'hybridation vers le cloud. Et puis pour finir, une fois que vous avez fait toutes ces offres, vous faites du FinOps. Le FinOps, c'est quoi? C'est contrôler vos coûts et les améliorer dans le temps. Donc à la fois faire du reporting, de l'allocation en fonction des projets, de chacune des applications que vous allez secourir, savoir combien ça coûte concrètement et pouvoir le refacturer au métier. Et donc pour ça, il y a des outils, il y a des méthodes. Et nous, on s'est également spécialisé là-dedans, puisque derrière, une fois que vous avez réussi à bien identifier vos coûts et à les allouer, vous commencez à les optimiser. Et donc là, il y a également des méthodes que l'on approfondit. Et là, si vous souhaitez, on a des petits livres blancs spécifiques qui vous permettent de commencer à prendre connaissance de tout ça. Avant de laisser la parole à Mathieu, vous pourrez juste noter que sur notre compte Twitter Gecko_SAS, François Cointe, qui est au fond de la salle, vous fait des dessins en live de toute la présentation. Et donc, je vous invite à les suivre et à les regarder. Ils sont assez sympas, drôles et donc assez légers. Et ça permet d'imager et d'égayer tout ce qu'on est en train de vous raconter. Et maintenant, je laisse la parole à Mathieu qui va vous faire son retour d'expérience. Merci. Bonjour à tous, merci d'être là, je vais essayer de ne pas me mettre devant. Donc, qui suis-je? Je m'appelle Mathieu Travers, je suis IT architecte chez Transdev, dont on verra ce que c'est après. Je suis quelqu'un qui vient de l'infrastructure, j'ai été un fervent défenseur de l'infrastructure avant tout pendant longtemps. J'ai un background surtout Microsoft et VMware, stockage, tout ce qu'on trouve dans un data center. Et par bonheur, je me suis intéressé, contraint et forcé, au cloud d'Amazon il y a environ 1 an et demi à 2 ans. J'ai plongé dedans et j'en suis jamais ressorti depuis, où il est difficile de m'en faire ressortir pour aller gérer des problématiques sur notre infrastructure legacy. Donc je suis enthousiaste à propos du cloud et à chaque fois qu'on a un projet, je le vois dans Amazon et fort heureusement, on a eu cette possibilité d'aller construire notre DR dans Amazon. Un petit peu à propos de Transdev. Transdev, c'est une entreprise qui est relativement méconnue, de manière très injuste d'ailleurs. Elle est méconnue dans son brand corporate et beaucoup plus connue par ses brands locales. Je vous ai mis les différentes, les plus connues en fait, de nos filiales, que sont des filiales de transport. On transporte des passagers, beaucoup. L'année dernière, 3,5 milliards de partout, sur 5 continents, dans 20 pays. On est environ 85 000, un tout petit peu moins de 85 000 dans le monde, et on fait un chiffre d'affaires 2016 de environ 7 milliards. Il est probable que si vous avez déjà pris le bus, le tramway, un ferry, un vélo partagé ou éventuellement même un super shuttle pour vous rendre à l'aéroport, ce soit nous qui vous ayons transporté. Au niveau de
Donc le projet de reconstruire un DR, pourquoi est-ce qu'on en a eu besoin? Donc je vais faire un petit rapprochement sur qu'est-ce que notre IT. Jusqu'à présent, on avait une IT relativement traditionnelle composée de deux data centers centralisés, un nominal et un backup. C'est un petit peu le pattern qui a été évoqué ce matin sur les architectures traditionnelles. On est essentiellement, pour donner un petit peu de contexte, on est aujourd'hui essentiellement exclusivement sur des stacks Microsoft qui sont hébergés sur une stack VMware avec encore quelques serveurs physiques dont on n'arrive pas à se débarrasser, essentiellement pour des problématiques de licensing ou de compliance ou de performance. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de refaire notre DR? Pour plusieurs raisons. Et il faut savoir qu'au fur et à mesure des projets d'infrastructure qu'on a pu mener, notre data center nominal a évolué, alors que notre data center de secours, qui n'était pas forcément une vraie priorité, a peu évolué. Et du coup, on a eu quelque chose de très asynchrone entre les deux environnements. Et rapidement, on s'est aperçu qu'on allait avoir des problèmes de compatibilité. Une ferme VMware dans une version sur un site qui doit se répliquer dans une ferme VMware d'une toute autre version, parfois end of life sur un autre site, on a des vraies problématiques de compatibilité. Et du coup, il s'est avéré qu'on a eu ce besoin de se dire il faut qu'on le rafraîchisse ou il faut qu'on le reconstruise, à choisir la bonne méthode. Et quelle est la meilleure manière de le faire? Donc on a fait une étude, on verra juste après ce qu'il en est sorti, pour savoir en fait comment est-ce qu'on allait garantir ce service de recovery pour pouvoir avoir le recovery de notre nouvelle infrastructure on-prem sur le site nominal. À côté de ça, on a eu deux projets connexes qui nous ont confortés également dans le fait de reconstruire notre disaster recovery. Le premier qui était un plan de sécurité corporate qui touchait d'abord l'identification de nos applications business critical, ce qui n'est pas une mince affaire. Ça a dégagé en fait donc un listing d'applications qu'on devait protéger de la meilleure manière possible, pays par pays. Et donc pour la France, il s'est dégagé la nécessité de construire un DR pour ces quelques applications. On a eu la chance en fait d'avoir un scoping qui a été relativement facilement faisable, de se dire nous savons que toutes nos applications ne sont pas business critical, elles ne sont pas toutes éligibles à un DR aujourd'hui, et on arrivait à scoper les applications qui l'étaient de manière relativement rapide. Et à côté de ça, on a un deuxième projet qui est notre stratégie de partir dans le cloud, d'Amazon. Et du coup, on avait un petit peu, donc on avait deux projets sur des timelines complètement différentes, et on s'est dit que ça pourrait être un frein en fait d'investir sur nos assets on-prem, alors qu'on avait à côté un projet de migration dans le cloud. Du coup, le choix a été relativement vite fait de se dire on va choisir Amazon comme target pour notre DR. Et alors, pourquoi on va choisir le cloud? On va choisir Amazon. Pourquoi le cloud? Pour ça, il faut se repositionner sur la définition du cloud. Dans la définition du cloud, il y a le pay-per-use. Le pay-per-use, ça veut dire que dans le cadre d'un DR, qui est un workload qui est relativement mal compris, qui est un workload qui va avoir une intermittence très forte, c'est-à-dire qu'on va le faire tourner finalement que quand on fait des tests ou quand on a un désastre. Quand on a un désastre, on en a vraiment besoin. Quand on fait des tests, à ce moment-là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus planifié. Et ce qui veut dire qu'en termes de footprint économique, le fait de capitaliser sur une infrastructure pour assurer son DR qui ne sert pas, il est assez fort. Le cloud permet de payer les ressources à l'usage, ce qui veut dire qu'on va les payer que quand on fait le test, moins un footprint pour pouvoir avoir assurer le service de sécurisation. On a fait des études, et on a fait notamment une étude comparative entre construire notre DR chez nous, comme on avait l'habitude de le faire, c'est-à-dire rafraîchir l'infrastructure qu'on avait déjà, ou aller chercher un outil qui nous permette de nous projeter dans le cloud pour ce service-là. Et on estime aujourd'hui que construire notre DR dans Amazon, ça nous a coûté 73% de moins que si on l'avait construit chez nous, pour des coûts de run à peu près similaires. Et ça, c'est important, ça veut dire qu'on n'a pas déplacé les coûts, on n'a pas choisi de dire on va avoir un coût de build qui est faible, par contre on va avoir un coût de run qui est beaucoup plus fort, et du coup, lissé sur une certaine durée, on va arriver à quelque chose d'équivalent. Non, on a fait l'exercice sur les deux types de coûts.
Ensuite, on a choisi un outil avec notre partenaire Gecko. Voilà, on en avait essayé par nous-mêmes, on avait identifié plusieurs alternatives. On en a essayé certaines qui ne nous ont pas donné satisfaction. On nous a proposé Cloud Endure et on a testé Cloud Endure et validé Cloud Endure pour une raison assez simple, qui est la première en fait, c'est qu'on n'avait pas réussi jusqu'à présent à avoir des performances de recovery qui étaient consistantes et prédictibles. Et ça, c'était très important parce que on avait un engagement qu'on voulait assurer auprès de nos clients internes, qui était de dire on vous garantit 2 indicateurs qui sont des indicateurs de DR, qui s'appellent le RTO pour le Recover Time Objective et le RPO pour le Recover Point Objective. D'un côté, c'est le temps de reprise et de l'autre côté, c'est le temps acceptable de perte de données. Ça, c'est quelque chose qui avait été fixé. Et si on n'arrive pas à avoir cette consistance dans ces 2 indicateurs, avec l'outil qu'on avait, c'était très difficile d'établir un contrat de service. Donc ça cet outil Cloud Endure nous l'a permis, au contraire des autres alternatives qu'on avait testées. Ensuite, il permettait également de couvrir un besoin que certains d'entre vous ont peut-être encore, c'est le fait de pouvoir couvrir des serveurs physiques. On en avait encore, et on avait encore des serveurs physiques, enfin on a encore des serveurs physiques qui aujourd'hui sont éligibles, enfin sont host des applications qui sont éligibles au DR. Il y a le gros intérêt d'avoir un footprint qui est très faible en mode nominal, c'est-à-dire que quand je ne déclenche pas mon DR pour un test ou pour un sinistre, le footprint technique pour pouvoir assurer le service de réplication, après tout c'est de la réplication, il est relativement faible. On parle d'instance T2 small, une instance T2 small gérant environ une quinzaine de disques à la source. Pour vous donner un aperçu, nous on a aujourd'hui environ 300 volumes qui sont protégés, ce qui donne, si je ne m'abuse, entre 15 et 16 machines de réplication T2 small qui tournent en permanence dans notre environnement Amazon. Ça permet également d'avoir un footprint qui est assez faible en termes de recover time, puisqu'on va répliquer les données dans des volumes blocs et pas dans un stockage objet. Le one-click failover, c'est important aussi parce que c'était on a beaucoup entendu parler ce matin d'automatisation. Le one-click failover, en fait, c'est l'automatisation poussée à l'extrême, c'est-à-dire qu'on a un bouton, il y a un bouton failover, on clique dessus et tout est orchestré par l'outil derrière. En termes de sécurité, souvent on réplique quand même nos données au fil de l'eau dans un environnement qu'on ne possède pas. Le fait de pouvoir le faire au travers d'un réseau privé, c'est sécurisant. Ça permet de savoir que notre donnée n'est pas exposée à aucun moment de son trajet depuis nos assets on-prem jusqu'à notre configuration in-cloud. Et enfin, bien qu'il y ait un bouton de one-click failover, l'outil expose des API. Il a une console SaaS qui est toujours pour moi intéressant dans le sens où ça évite d'héberger la console de management sur le site que vous pourriez perdre. Et elle expose également des API qui permettent en fait de créer des surcouches, et on verra tout à l'heure. La valeur ajoutée, elle est piloter en fait cet outil de DR pour pouvoir créer nos propres scénarios et pousser dans l'outil en fait toute notre logique personnelle de dire je vais avoir des scénarios de recovery avec de la priorisation en termes de machines. Mon AD ma pierre angulaire doit démarrer avant mes autres machines. Mon serveur de database doit démarrer avant mes serveurs d'application. Donc tout ça, ça peut être orchestré par ces accès API, par l'exposition des API de l'outil. Pourquoi est-ce qu'on a choisi un partenaire et pourquoi est-ce qu'on a choisi Gecko? Donc Julien a parlé de la longue expérience des fondateurs de Gecko dans le DR. C'est clairement ce qu'on est allé chercher. Nous n'avons pas vocation aujourd'hui, et en fait on n'a pas d'intérêt aujourd'hui à être des experts du DR, parce que c'est pas ça qui fait tourner nos bus. Ça aide à ce qui continue de tourner quand on a perdu notre site nominal, mais par contre on a plus intérêt à aller investir de la matière grise et du temps de nos équipes internes dans quelque chose qui est différenciant au niveau business que dans le fait de construire et de manager un DR. Manager un DR, c'est aussi ce qu'on a demandé à Gecko. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas arrêté sur le fait de juste demander le build. Le build, c'est quelque chose de one-shot sur lequel on peut effectivement aller chercher une compétence externe. Par contre, on s'est dit que cette logique de ne pas vouloir capitaliser sur le DR en termes d'expertise technique, on voulait aussi aller le faire au niveau du management. Aujourd'hui, on veut faire manager un DR par un tiers, ça nous permet de le professionnaliser. Ça permet de ne pas être jugé parti, de ne pas faire des tests de manière ponctuelle et d'avoir
de sacrifier un petit peu la performance du test et le résultat du test sur l'autel du sacro-saint PV de recette. Ça nous permet vraiment de pouvoir juger la performance d'un œil très critique. Donc ça, c'est important et ça nous a permis également de faire appel à toute l'expertise de ce partenaire sur sa méthode industrialisée de gestion d'un DR, qui va être finalement très large, puisque le workload n'est pas évident. C'est quelque chose qu'on fait rarement, une fois par an, une fois par semestre, une fois par trimestre, quand on est très sérieux. Je vous ramène ce matin à l'anecdote d'Adrian Cockcroft qui parlait justement de ce use case qui était souvent laissé pour compte. Donc nous, ça nous permet vraiment d'avoir cette amélioration continue et puis ce process-là qui est issu d'années d'expérience. Et en fait, ça nous a permis également donc, de nous libérer des tâches et d'aller nous concentrer en fait, sur le recovery applicatif, qui est là où est notre valeur ajoutée. Nous seuls connaissons nos applications de niche de transport, de laisser toute la partie heavy lifting sur un recovery d'un serveur Windows, d'un service Active Directory à notre partenaire et de nous concentrer sur les process de recovery applicatif. Qu'est-ce qu'on a appris ? Beaucoup de choses. On a appris déjà toute la complexité qu'il y avait d'identifier les bons workloads à protéger. Donc on a parlé tout à l'heure du scope au niveau des applications qui avait été facilement identifiable par le plan de l'analyse de sécurité qui avait été faite. Par contre, derrière, il va falloir rentrer dans ces workloads-là pour pouvoir justement éclater un petit peu l'architecture qu'on va avoir et scoper les différents composants de chacune des architectures pour se dire tel serveur qui peut être distribué et tel service qui doit être secouru avec un contrat de service qui pourrait accepter une dégradation de performance en cas de sinistre. C'est quelque chose aussi qu'on va aller dealer avec le business. Identifier et comprendre ces workloads, c'est vraiment important pour pouvoir savoir ce qu'on redémarre, comment on le redémarre, dans quel ordre. Il y a peut-être un SLA qui va être différent en fonction d'une application ou d'une autre. Nous, on n'avait pas cette contrainte-là, mais ça peut être quelque chose qui est du domaine du possible. Répliquez aussi vite que vous pouvez. Toute donnée qui est poussée ailleurs que dans votre data center, qui est le single point of failure, est protégée. Elle est peut-être pas... On n'assure peut-être pas encore les engagements qu'on a souhaités. C'est-à-dire que tant que les process de recovery ne sont pas faits, on ne peut pas assurer un RTO, un RPO. Par contre, la donnée, elle est protégée. Ça veut dire que ça doit être vraiment l'étape première. L'étape première, c'est je réplique, et une fois que j'ai répliqué, je construis mes process de recovery. Définir des objectifs atteignables, ça je renvoie toujours sur le scoping. Donc le scoping, ça, c'est quelque chose qu'on avait fait. Le SLA, ça a été un petit peu plus compliqué. De se projeter dans le D de DR, disaster, de se projeter dans cette situation-là, de se dire si j'ai un vrai désastre et que j'ai perdu mon data center, en combien de temps je dois pouvoir le récupérer ? C'est une vraie question. Si vous écoutez le business, c'est tout de suite. Si vous écoutez l'ID, peut-être qu'on vous dira mais c'est pas faisable aujourd'hui avec l'outillage qu'on a, avec les problématiques qu'on avait de compatibilité, c'est pas faisable en moins d'une semaine. Donc c'est important de savoir ce qu'on veut aller atteindre pour pouvoir avoir ce but, bien choisir les outils, bien choisir les partenaires, et du coup de pouvoir également prioriser. J'ai un petit problème sur l'illustration, mais iterate, donc on l'a beaucoup entendu, tout comme automate. C'est deux choses en fait qui vont souvent de pair. L'itération, pourquoi ? Parce que, encore une fois, je reviens sur comment on faisait le DR jusqu'à présent. Souvent, un test annuel, ça permet une itération annuelle. Une itération annuelle, généralement, les problèmes qu'on a une année, on les a l'année suivante. Parce qu'on n'est pas allé chercher la root cause. Parce qu'on n'a pas investi ce temps-là pour pouvoir aller chercher cette correction à la source. Donc itérer, nous on a beaucoup itéré parce qu'on a justement secouru les application par application. Donc en fait il y a tout un process pour nos socles sous-jacents qui a été fait à chaque fois, sur lequel on a vraiment itéré de manière importante. Et puis après on a itéré parce que soit on n'était pas content du SLA qu'on était allé chercher, qu'on avait réussi à atteindre, soit parce qu'on avait vu des pistes d'amélioration, soit parce que notre partenaire avait sorti des nouvelles features dans son outil de management. Donc en fait on a testé. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on rentre dans ce cycle vertueux d'amélioration continue. Et le fait de le faire dans le cloud, encore une fois, le footprint économique, il est faible. Ça ne marche pas, je ne paye pas.
quand je teste, je vais payer mes 2 heures, 2 jours, 1 semaine de run de mon infrastructure. Et ce qui est intéressant, c'est que l'outil nous permet également de définir un blueprint. Donc c'est comment on va redémarrer ma machine dans Amazon. Et ce blueprint, je peux très bien le modifier. J'ai besoin de faire un test où je ne souhaite pas aller chercher à mesurer les performances. Si je ne veux pas aller chercher à mesurer les performances, rien ne m'empêche de baisser la configuration de ma machine pour ce test-là, avoir un footprint économique qui est minimum, faire mon itération, aller matcher le challenge que je cherche à atteindre, qui peut être un challenge technique, d'organisation. Et du coup, cette itération, c'est vraiment important. Enfin, pour moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié, c'est de ne pas s'arrêter en fait, à la première itération et d'arriver à aller chercher des performances toujours meilleures. Ça permet aussi d'automatiser. Quand on a itéré 2 fois et qu'on a eu 2 fois le même problème, ou qu'on a eu 2 fois la même action qui est soit error prone, soit time consuming, bah finalement on va l'automatiser. Et l'itération d'après, on va gagner énormément. Et enfin, le plus important, pour moi en tout cas, c'est de choisir les bons raccourcis. Alors ça peut être mal compris, mais choisir les bons raccourcis, ça veut dire que tout n'est pas... Donc encore une fois, on se met dans la configuration d'un désastre. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément aller chercher à remonter l'infrastructure de manière identique à ce qu'on avait on-prem. Je vais vous prendre un exemple assez simple qui va faire un atterrissage assez technique. On avait des load balancers pour une de nos applications. Ces load balancers, ils étaient avec une solution du marché qui a une appliance propriétaire qui n'est pas éligible, enfin qui n'est pas compatible avec la solution Cloud Endure. La réplication n'était pas possible. C'est quelque chose qu'on avait identifié dès le début en fait. Donc on n'a pas été surpris là-dessus. Mais bizarrement, ou fort heureusement, on va dire, il y a un service managé d'Amazon pour ça. Enfin, il y a un peu un service managé d'Amazon pour tout. Mais là, en l'occurrence, pour le load balancing, il y en a un qui s'appelle ELB, qu'on paye à la consommation, qu'on n'a pas à manager. Et puis éventuellement, qui est relativement cheap si on ne l'utilise pas. Il y a un très faible footprint en termes économiques. Et ça veut peut-être dire qu'on va pré-provisionner nos ELB, faire toute notre configuration. Et dans le cadre d'un désastre, en fait, on va raccrocher nos serveurs qu'on a remontés dans Amazon sur ces load balancers. Et on a contourné le problème, on a pris ce raccourci intelligent qui nous permet de gagner, alors si ce n'est beaucoup de temps, qui nous permet également de gagner beaucoup d'énergie en fait, à arriver à répliquer un service qui n'est pas compatible avec l'outil de réplication et d'aller chercher quelque chose, d'avoir quelque chose qui soit très très compliqué et qui soit très chronophage, alors qu'on cherche à atteindre une performance en termes de rapidité. Donc ça a été un des raccourcis qu'on a identifié. Il y en a plein d'autres. Il y a des raccourcis au niveau de choisir si on va hybrider un service plutôt que d'aller le répliquer. Il y a des services distribués. Nous, on a un service distribué qui est l'annuaire, l'Active Directory. Aujourd'hui, il y a un raccourci qui peut être de choisir d'aller hybrider ce service-là et de le consommer directement à la cible. Qu'est-ce qu'on a atteint ? On a atteint aujourd'hui la protection de 70 serveurs sur notre parc d'environ 700 serveurs, donc c'est environ 10%. Ça représente plus de 20 Tera de données, 25 Tera pour être exact. Donc ça c'est déjà une grande victoire, c'est-à-dire qu'on a réussi à scoper, et puis on a réussi à faire tous les serveurs, et on a réussi à les faire relativement rapidement, puisque la timeline du projet, ça a été entre le début de l'été et la fin du mois de septembre. On a réussi à atteindre un RTO de 4 heures, alors qu'on voulait s'engager sur 24. Donc on s'engage sur 24, on sait qu'on fait beaucoup moins, c'est toujours plaisant. Et un RPO de pratiquement 0. Alors pratiquement 0, ça veut dire que l'outil marchant par split.io, en fait, chaque écriture va être envoyée sur Amazon. Et la seule perte que vous pouvez avoir, c'est si l'écriture n'est pas passée entre le moment où vous déclenchez le failover et le moment où l'écriture a été faite. Ce qui engendre généralement, dans le cas où on perd une écriture, en termes temporels, c'est très très faible. On a également maintenant quelque chose de très professionnalisé en termes de service. On a un service qui est monitoré et managé à l'externe par notre partenaire externe, qui est également monitoré et managé par sa surcouche de management qu'on voit là, qui n'est pas la console Cloud Endure, qui est une surcouche, dont il y aura plus de détails juste après, ce qui permet vraiment en fait d'aller chercher de la surqualité par rapport à l'outil. L'outil permet une réplication, et ça on ne va pas le toucher, c'est sa secret sauce et c'est sa raison d'être.
Sur la partie customisation, le fait de pouvoir attaquer les API a permis à notre partenaire de nous fournir en fait ce service customisé pour nous avec tous nos scénarios de recovery. Je vous ai mis un petit graphe sur les bénéfices de l'itération. Ce que vous avez en vert, en fait, c'est le RTO qu'on a fait sur chacun des tests ou des campagnes de tests qu'on a réalisées. Donc en bas, juin, juillet, août, septembre, octobre. Le temps de recovery qu'on a atteint, donc sur la première itération, on a fait 16 heures de recovery. C'était au mois de juin. Vous avez la timeline du projet avec les volumes en fait, qui vont grossir. On voit que sur le mois de septembre, on est arrivé sur le plateau, ce qui veut dire qu'on avait terminé au mois de septembre. On avait l'intégralité de notre data center, l'intégralité du scope des applications qu'on voulait protéger, qui l'étaient. Et on voit que le bénéfice des itérations, c'est qu'à chaque fois qu'on a itéré, en fait, on a réussi à baisser le RTO. Et on voit également qu'à partir du mois de septembre, on a réussi aussi à baisser les coûts. Ça, c'est la courbe des coûts du coût de stockage dans Amazon. Parce que une fois qu'on a été libéré en fait de cette partie, de cette crainte en fait d'arriver à faire les choses, et comme on les a refaites, on s'est dit comment les faire mieux. Et comment les faire mieux, ça a été d'identifier. De prendre la facture, nous on a choisi ça. On a pris la facture, on a identifié qu'on avait des coûts qui étaient un poste de coût qui était élevé au niveau EBS, donc c'est la première chose qu'on a attaqué. On a trouvé une optimisation, on l'a mise en place, et donc on arrive à la fois à baisser le recover time objective et de baisser les coûts. Qu'est-ce que ça nous a apporté ? Si vous avez suivi un petit peu les tracks d'Amazon ces derniers temps, on parle beaucoup de super pouvoirs. Celui-là, il n'existait pas encore, donc je l'ai inventé. Ce partenariat entre Amazon, Cloud Endure et Gecko nous a donné le super pouvoir de se régénérer. Et aujourd'hui, on est confiant dans le cadre d'un des As de pouvoir assurer la continuité du service de nos applications critiques. Je repasse la main à Julien. Merci. Merci Mathieu. Donc vous l'aurez compris, accompagner les entreprises et notamment les grandes entreprises dans la construction de leur disaster recovery, mais tout simplement de bien les comprendre, à savoir il y a une production existante, il y a un existant, un legacy qu'il faut accompagner dans cette transformation sans forcément tout revoir à zéro. C'est ce qu'on fait tous les jours avec nos clients, et donc pour ce faire on a effectivement développé cette fameuse interface. Ça commence par des choses simples, mais finalement cette interface elle vient comprendre les besoins de nos clients, à savoir besoin de reporting. Quand vous faites un disaster recovery, vous avez également besoin d'avoir un rapport simple, néanmoins qui permet de valider que vous avez testé, qui est émis par un tiers, ce qui est encore mieux, et qui permet de dire voilà le temps de redémarrage, voilà le RPO, le RTO, voilà toutes les analyses qu'on a pu faire, voilà à la rigueur les points d'amélioration, ce qui vis-à-vis d'organismes ou de réglementations ou même internes peut vous faciliter la vie. Ça c'est un premier point. Le second, c'est surtout l'orchestration des tests. Comme le disait Mathieu, finalement, vous avez d'abord des services transverses à redémarrer avant de pouvoir redémarrer l'application qui va être la plus critique ou vue comme la plus critique par vos métiers, puis une seconde, puis une troisième, etc. De la même manière, vous pouvez aussi scénariser des tests pour des raisons spécifiques, de dire j'ai une nouvelle application, c'est celle-là que je vais redémarrer dans le prochain test en premier, puisque c'est la plus critique, étant donné qu'on ne l'a pas encore testée en live totalement. Donc ce genre de choses, l'outil le permet également de monitorer et donc d'avoir des métriques en temps réel, ce qui est également plutôt assez sympathique et nouveau dans le cadre d'un disaster recovery. On a souvent peu de visibilité sur l'état des réplications, est-ce que tout se passe bien, est-ce que le matin je peux contrôler que tout s'est bien passé pendant la nuit. Bref, tout ce genre de choses, les outils sont là pour aider et également du coup vous aider à tester, puisqu'en fait, comme le disait Mathieu, l'itération est donc le nombre de tests que vous allez faire par application au sens global des cas de sinistres bien spécifiques. C'est ça qui va vous amener à avoir une bonne maturité et également une maturité tout simplement pour aller peut-être migrer demain certaines applications. Puisqu'une fois que vous avez automatisé à fond, une fois que vous avez testé votre application et vos utilisateurs l'ont tamponné en disant en cas de sinistre, je redémarrerai bien et je suis satisfait par ce niveau-là, vous aurez peut-être quelques éléments à modifier pour être au top de la migration, néanmoins vous êtes prêt à migrer cette application-là. Donc c'est là où c'est assez important. Donc on accompagne les entreprises dans leur transformation avec ce genre de méthode, ce qui est finalement un bon cheval de Troie. Si vous avez envie d'y aller progressivement dans le cloud, c'est peut-être à travers le disaster recovery que vous pouvez y aller pas à pas, d'abord en faisant des économies comme le disait Mathieu, puis
en migrant lorsque vous vous sentez prêt et lorsque votre organisation est prête, puisque c'est une bonne montée en compétences également, ce genre de projet, sans prendre un risque maximum sur sa production. Donc, est-ce que vous avez des questions? Oui. Non. Alors, on a... Donc il y a une démarche de la part de Gecko et de la part de Transdev. Donc je laisserai Transdev sur sa démarche. Néanmoins, chez Gecko, on a déjà testé différents outils de réplication qui nous paraissaient pertinents dans leur qualité, dans leur adhérence avec AWS, à savoir est-ce que ça fonctionne bien, est-ce qu'on redémarre dans un temps convenable, est-ce que c'est en adéquation financière également. Et tous ces critères nous ont amenés à sélectionner Cloud Endure dans ce contexte. On ne dit pas qu'on travaillera toute notre vie qu'avec Cloud Endure. En tout cas, Cloud Endure fait très bien le travail de réplication, nous a permis de construire cette solution qui est robuste et stable, qui était un des prérequis pour pouvoir s'engager après à manager la solution dans le temps. Donc on avait aussi besoin de ça pour s'assurer qu'on n'était pas en train de partir sur n'importe quelle solution, même si les non-cités ne sont pas n'importe quelle solution non plus. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. J'avais une question par rapport aux tests qui sont opérés lorsque tout est dans le cloud, enfin, dans le cadre après sinistre réel. Est-ce qu'il y a de la prod en réel qui est réalisée? C'est-à-dire, est-ce que tous les utilisateurs sont effectivement basculés sur cette infra-cloud avec une procédure de retour arrière vers le on-premise? Et là, alors, ça s'opère. dans le cas présent, c'est bien un test, ce qui veut dire que les utilisateurs vont tester le service, valider que le service est fonctionnel. Néanmoins, il n'y a pas un rollback ensuite, puisqu'on n'a pas fait tourner réellement la production pendant, mettons, une semaine, pour après revenir et rebasculer sur le data center primaire. Donc dans le cas présent, c'est bien un test en bulle, permettant aux utilisateurs de valider le bon fonctionnement des applications. Est-ce que c'est au programme d'aller un peu plus loin? Je laisse la... Alors, est-ce que c'est au programme? Aujourd'hui, non. Pourquoi? Parce qu'on a un projet de migration qui est en parallèle en fait de ça. Si jamais j'ai des workloads qui vont dans Amazon, comme je le disais, je ne vais pas aller les chercher. Ils y sont, on les a migrés. On a cette volonté de toute façon en fait, de migrer des workloads dans Amazon. On avait un besoin, ce besoin c'était dans le cadre du DR. Ce qu'on voulait savoir faire en fait, c'était de pouvoir assurer la continuité du service pour certaines applications au meilleur coût et qu'on n'ait pas en fait qu'on n'entraîne pas une contrainte dans le projet de migration également. Maintenant, alors je vous invite à revenir vers les experts Gecko pour le deep dive technique de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'outil, notamment le failback est possible. C'est quelque chose qui n'était pas dans nos prérequis. Dans nos prérequis, c'est vraiment de pouvoir secourir en cas de désastre, et en cas de désastre, c'est en cas de perte du data center sans possibilité ou sans visibilité sur un retour en ligne de nos assets. On parle peut-être de destruction d'assets en fait. Et du coup, ça ne fait pas partie du scope du projet. Si vous basculez en DRP, vous y restez. Si on bascule en DRP, on y reste. Et en parallèle de ça, on aura peut-être d'autres applications qu'on aura migrées dans le cadre de notre projet de migration qui nous permettront également d'avoir nos applications non critiques qui seront également secourues, ou tout du moins déplacées de nos facilities dans un environnement Amazon qui pourrait être, lui, secouru, en tout cas protégé par d'autres mécanismes de résilience ou des mécanismes natifs d'Amazon. Aujourd'hui, on les met dans une région et c'est déjà bien assez. On passe beaucoup de temps à essayer de les mettre dans une seule région. On espérait commencer à mettre des choses dans la région française aujourd'hui, mais visiblement, ce ne sera pas pour aujourd'hui. On se reposera cette question quand on aura atteint une certaine maturité dans Amazon. La migration est assez complexe en fait pour essayer d'y aller pas à pas.
Alors, encore une fois, pour tout le deep dive technique, vous pourrez voir avec les experts de Gecko. Moi, j'ai plongé assez profondément quand même dans Cloud Endure. Moi, j'ai rien paramétré dans l'outil Cloud Endure. Chaque I/O en fait est splitté. Donc en fait, la granularité, elle est native à l'outil. Il peut y avoir du lag, ça c'est gérer un buffer dans le cadre où on va avoir une problématique de performance réseau. Donc tout ça, ça veut dire que le RPO peut augmenter dans le cadre mécaniquement d'une perte d'interco entre la source et la target. Par contre, au fil de l'eau, dans l'infrastructure que nous on a déployée, au fil de l'eau, on a ce RPO de pratiquement zéro parce que l'IO est envoyé tout de suite. Exactement. Alors c'est un peu la même. Donc on est sur Windows, donc effectivement c'est une problématique et c'est un peu la même réponse qu'avant. L'outil le gère. C'est-à-dire que l'outil a une liste de compatibilité, dont Windows, et en fait l'agent détecte la version qui est déployée et va aller popper l'instance en mode recovery qui va consommer la licence adéquate. Donc vous avez un Windows 2008 on-prem, quand il est secouru et qui démarre, en fait, automatiquement l'AMI qui va servir à consommer la licence va être la même. Donc en fait, on va consommer les licences fournies par Amazon pour nos... Alors, en fait, je suis désolé, je viens de voir la personne, le Master of Ceremony qui n'arrête pas de rentrer, donc j'ai peur qu'on soit en time cap. Par contre, je vous invite à venir juste après la session pour qu'on en discute. Merci. Merci à tous.